Emmanuel Macron a réagi aux déclarations affirmant qu'il ne souhaiterait pas rejoindre un hypothétique Conseil de la paix. Selon ses propos, son refus serait lié à la fin prochaine de son mandat. En réponse, des menaces de sanctions commerciales ont été évoquées, notamment l'imposition de droits de douane massifs sur les vins et champagnes français afin de contraindre la France à changer de position. Dans ce contexte de tensions internationales croissantes, la France et l'Union européenne défendent une ligne claire, renforcer leur souveraineté et promouvoir un multilatéralisme opérationnel. L'objectif est de préserver leurs intérêts tout en soutenant les États qui refusent un ordre mondial fondé sur la domination du plus fort. Cette approche repose sur deux axes complémentaires, davantage d'autonomie stratégique pour l'Europe et une coopération internationale capable de produire des résultats concrets. La France et l'Europe réaffirment également leur attachement à la souveraineté des nations et aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Le constat dressé sur la situation mondiale est préoccupant. Le monde traverse une phase d'instabilité inédite tant sur le plan sécuritaire qu'économique. En 2024, plus de 60 conflits armés ont été recensés, un niveau record. Les conflits évoluent, se complexifient et s'étendent désormais à de nouveaux champs comme le cyberespace, l'information ou l'espace extra-atmosphérique. Le droit international est de plus en plus remis en cause, laissant place à un environnement où la force prime sur les règles. Cette dérive se manifeste par le retour d'ambitions impériales, illustrées notamment par la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui s'inscrit dans la durée, mais aussi par la persistance de conflits au Moyen-Orient et en Afrique. Parallèlement, les mécanismes de gouvernance collective s'affaiblissent. Le multilatéralisme est fragilisé par certaines puissances qui s'en détournent ou entravent de son fonctionnement, tandis que plusieurs institutions internationales voient leur influence diminuer. L'absence de coopération favorise une concurrence exacerbée entre États. Les États-Unis, à travers certains accords commerciaux, imposent des exigences jugées déséquilibrées et multiplient les droits de douane, parfois utilisés comme levier de pression politique. La Chine, de son côté, dispose de capacités de production excédentaires et recourt à des pratiques qui perturbent les marchés mondiaux. Les contrôles à l'exportation deviennent des instruments de plus en plus fréquents, contribuant à la fragmentation du commerce international. Face à cette situation, deux options se présentent. La première consisterait à accepter la loi du plus fort, ce qui conduirait à une dépendance accrue et à un monde structuré en blocs rivaux. La seconde se limiterait à une posture morale sans action concrète, condamnant l'Europe à l'impuissance. La France et l'Union européenne privilégient une autre voie, défendre un multilatéralisme efficace fondé sur la coopération tout en renforçant leur souveraineté économique et stratégique. Dans cette optique, la France entend jouer un rôle moteur, notamment à travers la présidence du G7. L'ambition affichée est de redonner à ce forum sa vocation initiale, un espace de dialogue entre grandes économies capable d'apporter des réponses collectives aux déséquilibres mondiaux. Les guerres commerciales, la montée du protectionnisme et la surproduction ne font que créer des perdants. Les déséquilibres actuels s'expliquent notamment par la surconsommation américaine, le surinvestissement chinois et le manque de compétitivité européen. L'Europe doit également répondre à ses propres défis. Sa croissance reste insuffisante et son PIB par habitant progresse moins vite que celui des États-Unis. Pour y remédier, trois piliers sont mis en avant: la protection, la simplification et l'investissement. Protéger ne signifie pas se fermer, mais garantir des conditions équitables. Le marché européen reste largement ouvert, contrairement à d'autres grandes économies. L'Union dispose d'outils, comme le mécanisme anti-coercition, qui doivent être utilisés lorsque les règles ne sont pas respectées. La notion de préférence européenne est également appelée à se renforcer afin de soutenir les industries stratégiques, notamment dans des secteurs comme l'automobile, la chimie ou les technologies avancées. Parallèlement, l'Europe doit attirer des investissements étrangers de qualité, notamment chinois, à condition qu'ils respectent les mêmes exigences sociales, environnementales et économiques. La simplification réglementaire constitue le deuxième pilier. Il s'agit de réduire la complexité administrative qui freine le marché unique et pénalise la compétitivité des entreprises européennes. Le respect de la neutralité technologique et de la non-discrimination est jugé essentiel, notamment dans le domaine de l'énergie. Enfin, le troisième pilier repose sur l'investissement et l'innovation. L'écart de richesse entre l'Europe et les États-Unis s'explique en grande partie par un différentiel d'innovation. L'Europe dispose d'une épargne importante, mais celle-ci est insuffisamment orientée vers l'innovation sur son propre territoire. Le développement de l'union des marchés de capitaux et l'accélération de la titrisation sont présentés comme des leviers clés pour financer les secteurs stratégiques: intelligence artificielle, technologie verte, quantique, défense et sécurité. La France met en avant ses atouts, une électricité bas carbone grâce au nucléaire, un écosystème de recherche performant, des infrastructures solides et un cadre juridique stable fondé sur l'état de droit.
Ces éléments contribuent à faire de l'Europe, et de la France en particulier, un espace attractif pour l'investissement, aujourd'hui comme demain. L'objectif affiché est clair, réduire les déséquilibres mondiaux, renforcer l'autonomie européenne et promouvoir une croissance fondée sur la coopération, la science et le respect du droit, plutôt que sur la confrontation et la brutalité.